Mon nom, c'est Mélanie. Je suis conseillère pédagogique, majoritairement en évaluation primaire dans une commission scolaire sur la Rive-Nord de Montréal. Juste pour que j'ai une idée, est-ce que tout le monde est en enseignement ici? Non? OK. Ceux qui sont en enseignement, levez la main. Est-ce que vous êtes majoritairement enseignant ou conseiller pédagogique? Enseignant, OK. Sur la Rive-Sud? Sur la Rive-Nord? Montréal? OK. Les autres, vous êtes dans quel domaine? Juste pour que j'ai une idée. Moi, je suis conseillère dans l'université pour les activités. OK, parfait. Intéressant. Les autres, vous êtes des étudiants, oui? Moi, c'est en sciences, donc étudiante au DSS en éducation générale. OK, parfait. Les autres, vous êtes des étudiants aussi? À temps plein? OK, parfait. Donc, je viens vous parler aujourd'hui de l'analyse de résultats aux épreuves. Puis là, je vais parler un petit peu des épreuves. Quand je dis CS, c'est commission scolaire. Excusez, j'utilise les abréviations, là. Donc, je vais parler un petit peu de la différence entre les épreuves commission scolaire et les épreuves MELS, les rôles et responsabilités d'enseignants et de conseillers pédagogiques par rapport aux épreuves, l'analyse des résultats en français et en mathématiques, toujours en 6e année. Donc, les épreuves commission scolaire, c'est toujours choisi par les CP disciplinaires, donc en français ou en mathématiques, parce que souvent, nos épreuves commission scolaire, c'est toujours en français et ou mathématiques dépendant. Elles proviennent d'une banque qui s'appelle BIM, qui est gérée par la GRIX, qui est une banque d'instruments de mesure, ou d'un prototype du ministère, ou qui est une élaboration des régions. Comme moi, ma région à moi, c'est Laval-Laurentides-Lanaudière. Il y a aussi la région de la Montérégie. Donc, des fois, c'est des élaborations de conseils pédagogiques d'une certaine région. Et les épreuves commission scolaire, pour celles qui sont en enseignement, le résultat de l'épreuve commission scolaire, c'est une trace parmi une autre pour porter notre jugement à l'étape 3. Ce n'est pas compté à part comme les épreuves du ministère, comme on va voir dans quelques instants. Et c'est toujours décidé dans les normes et modalités de l'école. Donc ça, c'est pour les épreuves commission scolaire, parce qu'une commission scolaire peut imposer des épreuves aux fins de cycle, c'est-à-dire 2e, 4e ou 6e année. Pour les épreuves ministérielles, MELS, évidemment, veut dire le ministère de l'Éducation, il y a des épreuves obligatoires qui sont imposées par le ministre. Il y en a en 4e année en français, lecture et écriture, qui sont 2 épreuves complètement différentes sur un thème complètement différent. Et il y a en 6e année, français et mathématiques. En français, il y a toujours lecture et écriture, mais qui sont sur le même thème. C'est la même épreuve qui couvre ces 2 compétences-là, qui est contraire à la 4e année. Et il y a l'épreuve de mathématiques qui couvre la compétence 1, résoudre, et la compétence 2, raisonner. La différence avec nos épreuves MEL, c'est qu'elles comptent pour 20 % du résultat final. Ce que ça veut dire, c'est que nos 3 étapes sont maintenant pondérées à 20 % la première étape, 20 % la 2e étape et 60 % la 3e étape. Ce total-là sur 100 est ramené sur 80. Le résultat sur 100 de l'épreuve est ramené sur 20. Le 80 et le 20 fait le nouveau résultat final disciplinaire. Donc, l'épreuve MELS a un impact sur le résultat final à la matière pour les élèves en français et mathématiques, 4e et 6e année. C'est la différence avec les épreuves commission scolaire. Donc, on a des rôles et responsabilités chacun. Il y a l'enseignant, conseiller pédagogique en évaluation qui est moi, et les conseillers pédagogiques disciplinaires en français et en mathématiques. On a tous un peu nos choses à faire là-dedans. L'enseignant. Donc, avant la passation, les épreuves MEL sont toujours passées fin mai jusqu'à mi-juin environ. Okay? Ça commence toujours après la longue fin de semaine du mois de mai, puis ça se termine mi-juin. Donc, on envoie toujours les épreuves dans les écoles 2 semaines avant la date de passation de l'épreuve. Pourquoi 2 semaines? Pour la première chose qu'il faut faire en haut. Il faut lire l'épreuve de A à Z, l'analyser et la faire, l'épreuve. Se l'approprier, c'est la faire. Ce n'est pas juste la lire, mais la faire comme si on était un élève. Comme ça, on va encore mieux connaître nos textes, ça va faciliter notre correction par la suite. Donc, ça nous permet de bien connaître les textes, parce qu'en lecture, évidemment, comme vous allez voir tantôt, ça peut être de longs textes. On analyse aussi question par question, c'est-à-dire qu'on les associe. Cette question-là, c'est quels critères que ça me permet d'évaluer, pour bien connaître aussi mon épreuve, puis savoir est-ce que j'ai vraiment couvert tous mes critères quand j'enseignais ma compétence en classe. Bien lire et comprendre le corrigé, le guide d'administration, évidemment, et les réponses, parce que ça facilite votre correction par la suite. Ça, c'est toujours avant la passation de l'épreuve.
Ensuite, quand l'épreuve est passée, évidemment, vous devez corriger, de toute évidence, selon le guide d'administration. À ma commission scolaire, puis je vous dirais que dans l'ensemble des commissions scolaires, c'est comme ça, on a un outil informatique d'entrée de notes qui s'appelle GPI, et on doit entrer les résultats de question par question, le nombre de points que l'élève a reçus pour la question 1, question 2, etc. C'est avec ça qu'on fait l'analyse par la suite. Du moins, à la commission scolaire de la Seigneurie des Mille, c'est comme ça qu'on fonctionne. Aussi, mes collègues conseillers pédagogiques disciplinaires ouvrent des sessions de validation qu'on appelle. C'est-à-dire qu'après la passation des épreuves, je vous dirais pour le 3/4 de vos élèves, souvent la correction avec le guide d'administration, ça va bien. Mais sur certains éléments, souvent en lecture ou en écriture, ou même en mathématiques, sur certaines questions, pour certains élèves, on n'est pas sûr est-ce que ce type de réponse-là est accepté ou pas. Donc, les sessions de validation, c'est ça que ça permet. On pose nos questions au conseil pédagogique sur les copies d'épreuves de nos élèves qu'on n'est pas sûr. On vient valider certaines choses. Ce n'est pas tous les enseignants de toutes les écoles qui viennent. C'est souvent un enseignant par école, puisqu'on a quand même, nous, à notre commission scolaire, 56 écoles, donc ça ferait trop de monde. Puis après ça, cette personne-là transmet l'information à ses collègues à l'école. Donc, c'est ce qu'on appelle les sessions de validation qui sont quand même, sont pas obligatoires, mais pas loin, parce que ça vient vraiment aider dans les cas litigieux de certaines copies de nos élèves. Mon rôle à moi, évidemment, c'est moi qui reçois les épreuves à la commission scolaire qui s'occupe de les envoyer dans les écoles 2 semaines avant la date de passation. C'est sûr que puisqu'on fait ça à la main, il y a toujours des petites erreurs, mais la plupart du temps, tout va bien. Je fais l'élaboration des grilles de consignation. Je pourrais vous la montrer à l'écran tantôt, mais grosso modo, ça ressemble à ça. C'est une grille avec tous mes critères, mes questions, puis le nom de mes élèves pour que je puisse consigner les résultats de mes élèves avant de faire l'entrée dans GPI. Elle n'est pas obligatoire, sauf que samedi, la question 1 dans GPI, c'est l'équivalent de quelle colonne dans GPI pour être sûr que les chiffres qu'on analyse, c'est les bonnes données. Je réponds aux questions sur la façon de faire la saisie de données dans GPI parce que c'est moi qui gère ça. J'assiste le plus possible aux sessions de validation à la fin de l'année, mais ce n'est pas toujours possible parce qu'on a tous des horaires très chargés. À la fin, ça c'est plutôt à la fin, ce qui veut dire à mon retour des vacances ou début septembre, j'analyse globalement les résultats au niveau de la commission scolaire. Donc, je regarde juste avec les résultats de la commission scolaire, qu'est-ce qui est réussi, qu'est-ce qui l'est moins. Le détail, c'est plus mes collègues disciplinaires qui le font. Évidemment, je réponds aux questions des directions d'établissement et je m'assure du traitement des données et l'envoi des données aux directions d'école. Parce qu'on est plusieurs personnes à faire l'analyse. Il y a moi, globalement, il y a mes collègues disciplinaires qui le font vraiment en détail, question par rapport à l'épreuve. Et ensuite, les directions avec leur équipe cycle doivent le faire par rapport à leur groupe dans leur école. Parce que ça, c'est rattaché aux conventions de gestion. Est-ce que vous savez c'est quoi les conventions de gestion? Est-ce qu'ils l'ont vu? Une convention de gestion, ce que c'est comme un contrat qui relie l'école à la commission scolaire. Parce que nous, la commission scolaire, on a une convention de partenariat qui nous relie au ministère. Donc, on rend des comptes à quelqu'un, c'est via la convention de gestion. Donc, souvent, les épreuves mails sont reliées aux conventions de gestion. Donc, c'est pour ça que les directions doivent faire l'analyse avec leurs enseignants concernés dans l'école. Si je vais trop vite ou si vous avez des questions, vous ne vous gênez pas, OK? Ensuite, le rôle de mes collègues conseillers pédagogiques disciplinaires. Évidemment, comme un enseignant, lorsque on reçoit l'épreuve, je leur donne tout de suite une copie. Eux aussi, ils la lisent, ils l'analysent et ils font l'épreuve eux aussi. Comme s'ils étaient un enseignant ou un élève pour être sûr de bien connaître les textes, eux aussi. Ils font la même chose que les enseignants encore. Ils analysent question par question, ils associent chaque question aux critères de la compétence. Et ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils appréhendent les difficultés. Parce qu'on connaît, mes collègues disciplinaires en français et mathématiques qui accompagnent les écoles, donc ils savent comment ça se passe sur le terrain, donc on peut appréhender des fois par rapport à certains critères des difficultés. Évidemment, encore une fois, bien lire et comprendre, corriger les réponses. Et ils valident mes grilles de consignation parce que des fois, il peut y avoir des erreurs qui se glissent parce qu'on est quand même tous humains. Ensuite, elle s'associe avec certains enseignants qui, des fois, vont débuter la passation de l'épreuve peut-être quelques jours avant ou ils font vraiment au début de la période de passation et elles vont corriger avec ces enseignantes-là. Ça les prépare à leur session de validation qu'elles vont faire plus tard. Parce que là, c'est là qu'elles vont voir s'il y a peut-être eu des ambiguïtés, des petites problématiques. Donc,
elles s'associent avec certains enseignants. Elles le corrigent dès que la passation est terminée, elles vont dans l'école avec les enseignants, elles corrigent l'épreuve, comme ça les prépare à bien mener leur séance de validation vers la fin de l'année. Évidemment, lors des séances de validation, elles donnent l'information en lien avec la correction et répondent aux questions des enseignants. Et pour faire notre analyse, on demande à chaque école et on cible des groupes spécifiques. Disons que dans une école, il y a le groupe en 4e année 401, 402 par exemple. On va dire que les élèves du groupe 401, les numéros d'élèves, exemple 3, 10 et 15, je donne un exemple comme ça, c'est les copies qui doivent nous être envoyées à l'école. Donc, tous les groupes 401 de la cantine scolaire, les élèves 3, 10 et 15, on va recevoir leurs copies et c'est avec ça, donc des copies comme ça finalement, qu'on va faire notre analyse plus tard, que je vais vous présenter dans quelques instants. Je vous dirais qu'en ciblant des nombres comme ça par hasard à chaque année, on a toujours des élèves qui représentent un A, un B, un C, un D, un E, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On a toujours des élèves dans chacune des catégories, dans chacun des échelons. Donc, c'est vraiment du hasard. Exemple, si dans un groupe, il n'y a pas de 15, le 14, bien, il nous donne le 14, mais ça revient au même. Donc, on fait ça chaque année, c'est vraiment avec ça qu'on fait l'analyse. C'est sûr qu'on regarde les données, les résultats, mais quand il y a une question qui a été échoué par l'ensemble des élèves, on va voir dans les copies pour voir comment ça se fait que ça a été échoué. Donc, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Donc, c'est ce que je viens de dire. Elles font l'analyse avec les copies reçues, puis elles préparent un document que j'ai pris des extraits pour mon PowerPoint qu'on présente aux directions d'établissement en début d'année scolaire. Est-ce que jusque-là, ça va? OK, donc on va commencer par l'épreuve de français de juin dernier. J'ai mis la page couverture du cahier de lecture, là. Ça s'appelait 20-50 entre le rêve et la réalité. Donc, c'était la fin du 3e cycle du primaire. L'élève est invité à réfléchir à la question suivante. Comment sera la vie en 2050? Donc, dans un premier temps, l'élève lit un dossier pour découvrir la vision du futur de 3 scientifiques pendant leur jeunesse et la vision qu'ils ont aujourd'hui de l'an 2050 en tenant compte des plus récentes recherches scientifiques et technologiques. Dans un deuxième temps, l'élève lit le texte littéraire de Francine Pelletier, 2050. Ce texte permet à l'élève de découvrir l'univers futuriste d'une auteure de science-fiction en suivant les aventures de 2 jeunes en 2050. Donc, il y a toujours 2 types de textes différents dans les épreuves MELS. Par la suite, l'élève est invité à rédiger une lettre pour présenter ce qu'il aimerait voir se réaliser pour les jeunes de l'an 2050. Cette lettre pourrait être déposée dans une capsule temporelle. Au fil de cette situation, l'élève rencontre des concepts liés à l'univers social, plus précisément le concept de temps, ainsi que des concepts liés au domaine de la science et de la technologie tels que la consommation d'énergie, l'espace et la prévention des maladies. Donc souvent, oui, c'est un thème en français, mais souvent, ils vont aller chercher des fois des éléments des matières qu'on appelle de culture, univers social et sciences et technologies. Donc ça, c'était l'épreuve en français 6e année. L'épreuve, voici la proportion des critères accordés à la compétence à lire. Là, je vais juste vous parler de la compétence à lire parce que nous, on a juste analysé lecture, mais on pourrait le faire avec l'écriture aussi. Donc ça, c'est les critères qui proviennent du cadre d'évaluation du ministère qui sont sortis en 2011. Compréhension des éléments significatifs d'un texte. La majorité de nos questions sont toujours en lien avec ce critère-là. Donc, on voit ici que la proportion est 74 %. Interprétation plausible d'un texte, 5 % ça représente une question. Justification pertinente des réactions à un texte, je suis allée vérifier tantôt, le 14 % représente 3 questions. Et jugement critique sur des textes littéraires, 7 % c'est souvent une question. Et dans l'épreuve, il y a toujours 2 tâches de lecture, la tâche 1 et la tâche 2. Et quand on parle des tâches, puis on prend les questions, la question 1 n'est pas nécessairement associée, on ne suit pas l'ordre des critères avec les différentes questions. Ce n'est pas comme ça nécessairement. OK? Et ensuite, il y a le cahier d'écriture qui est à faire. Ça, c'est l'épreuve de français. Et c'est souvent, je dirais tout le temps, c'est toujours une lettre que les élèves vont écrire à quelqu'un. C'est souvent ça qui arrive dans les épreuves ministérielles. Maintenant, ça, c'est vraiment tiré du document que mes collègues ont préparé pour les directions d'école. Donc là, vous voyez vraiment les résultats commission scolaire
à l'épreuve de juin de ma CS à moi. Donc, on peut voir, puis comment qu'on a divisé ça, on divise toujours ça en critères. Donc, on peut voir que de la tâche 1, les questions 1 à 12, de la tâche 1, c'est toutes des questions reliées aux critères compréhension des éléments significatifs d'un texte. Puis là, A, B, C, D, E, nous, le A, l'amplitude de résultat du A, c'est de 88 à 100. B, c'est de 74 à 87. C, c'est de 60 à 73. D, c'est de 41 à 59. Et E, c'est 40 % et moins. Ce sont les mêmes amplitudes que du barème que le ministère avait diffusé en 2007-2008 via son instruction annuelle. Quand on était revenu en bulletin chiffré, il y a de cela, mais déjà 7 ans. Donc, on a gardé les mêmes amplitudes. Donc, on peut voir ici rapidement, à un coup d'œil, quand on regarde le DE, ça, c'est ce qui est en échec. Donc, on peut voir rapidement que la question 2 de la tâche 1, c'est tous des taux de réussite. Ce que ça veut dire, c'est qu'un taux de réussite, c'est que l'élève a eu 60 % et plus ou 59 % et moins. Donc, ce n'est pas des moyennes de groupe, ce sont des taux de réussite. Donc, on peut voir qu'à la question 2, il y a quand même un taux d'échec de 35 % qui est quand même élevé. Puisque ma collègue fait aussi dans son document, c'est quand il y a des questions qui ressortent comme ça, elle explique le pourquoi. Donc, si on regarde la question 2, c'est la structure de la question qui était quand même pas évidente quand on la lit, l'énoncé plus la question. Des fois, les questions, ce n'est pas parce que ça vient du MELS. Là, ce que je veux dire, ce n'est pas pour insulter le ministère, mais ce n'est pas toujours des fois les meilleures structures. OK? Donc, la structure de la question n'était pas nécessairement facile, du pourquoi le haut taux d'échec. Même chose, on voit ici la question 8, à 63 % de taux d'échec. La question 8, dans la tâche 1, les élèves avaient à cocher des éléments de bonne réponse, mais ça ne disait pas combien. Puis souvent, quand ça ne dit pas combien, mais les élèves vont souvent répondre seulement qu'une réponse. À moins que ça soit écrit, tu dois cocher 3 éléments de réponse. Puis il y avait aussi le sens du mot découverte, puis il y avait des éléments éloignés par rapport à la question, parce que ça fait toujours référence au texte, tout le temps, les réponses des questions. Même chose pour la question 9, il y a quand même un haut taux d'échec ici à 34 %. C'était une question qui est vraiment, même si c'était de la compréhension, c'était vraiment de haut niveau pour les élèves. Donc, on peut voir rapidement d'un coup d'œil où sont les questions. Puis quand on voit ça en regardant juste les chiffres, c'est là qu'on va regarder dans nos copies d'élèves qu'on a reçues de toutes les écoles. Puis là, on ouvre tous nos cahiers à la question 2, puis là, on regarde les réponses. Qu'est-ce qui a fait que quelle mauvaise réponse est sortie le plus souvent? Puis là, on peut associer ça aux critères, on peut associer ça à différents éléments. C'est parce que telle chose n'a peut-être pas été enseignée. Donc, c'est des pistes qu'on donne vers la fin de la présentation qui dit, bien, par rapport à ça, voici ce qui pourrait être travaillé l'année prochaine pour s'assurer que ça ne se reproduise pas à l'épreuve de juin de l'année suivante. Donc, c'est comme ça qu'on fait l'analyse. C'est pour ça qu'on demande des copies à chaque école pour qu'on puisse regarder, elle a été ratée, pourquoi qu'elle a été ratée. Puis même si on demande juste 3 copies par groupe, à la quantité qu'on reçoit, ça nous donne vraiment un portrait là, juste de nos chiffres ici. C'est vraiment plus que c'est fait au hasard. Donc ça, c'était pour le critère compréhension. On avait aussi dans la tâche 2 certaines questions qui étaient reliées aux critères de la compréhension. On voit ici, à part la question peut-être 7 et 10, les autres, c'est quand même pas super. Il y a aussi la question 2. Donc, puis on voit ici à côté les questions qui avaient peut-être des éléments qui ressortent. Donc, la question 10, qui est quand même à quasiment 25 %, c'était des sens des mots reliés aux émotions. C'est des choses qui ne sont pas tout le temps nécessairement travaillées en classe. Donc, c'est des choses que, dans les pistes de suivi d'action, c'est des choses qu'on nomme à la fin. Donc, ça, c'était pour le critère compréhension. J'aurais une petite Oui. question avant de Oui. pousser, Pénélope. Oui. Tantôt, tu as dit dans le critère compréhension, Oui. tu as des questions qui ne sont pas au même niveau de Non. complication, de difficulté. Oui. Est-ce que le MELS ou bien la commission scolaire, quand vous recevez l'épreuve, vous faites le tableau de spécification afin de savoir justement le niveau de difficulté de ces questions-là? Nous, on ne le fait pas à la commission scolaire. Le ministère? Non plus. Non plus. Non.
Je vais juste ressortir le guide. Ouais. Oui, c'est ça. Puis pourtant, tu sais, je suis en train de finaliser ma maîtrise. C'est pas quelque chose qu'on fait nécessairement. Pourquoi que c'est pas comme ça? Honnêtement, je ne pourrais pas vous répondre. J'ai pas la réponse à ça. Puis pourquoi le MES ne le fait pas? C'est un peu particulier. Puis là, je regarde dans le guide d'administration en même temps. La seule chose que... C'est sûr que ceux qui sont de haut niveau, je vous dirais que c'est plus des informations qui sont implicites et non explicites. Parce que quand on parle d'éléments significatifs d'un texte, c'est des éléments qui sont soit explicites dans le texte ou implicites. Ceux qui sont plus de haut niveau sont souvent reliés aux éléments implicites dans le texte. Donc, l'inférence, là, tout ça. Mais non, le tableau de tipification, il n'est pas fait malheureusement. Puis nous, on ne le fait pas, mais j'en prends une note. Parce que, dans le fond, juste pour poursuivre mon idée avant Mélissa, dans le fond, quand on bâtit un test, okay, la première chose, c'est de définir le domaine. Puis après ça, c'est de définir le tableau de spécification. Et ensuite, c'est de faire les items. Alors, c'est pour ça que c'est un petit peu surprenant que des gens qui bâtissent quand même des items, que tout le monde est évalué là-dessus, sans avoir passé nécessairement sur cette procédure-là. Moi, j'avais une question parce que je comprends la méthodologie. Je comprends qu'on veuille améliorer les examens, mais est-ce qu'on n'enlève pas les questions difficiles pour les remplacer par des questions plus faciles, vu qu'on, dans le fond, ça se trouve être quoi votre méthodologie quand on s'aperçoit qu'il y a un taux d'échec qui est très élevé pour une question? Qu'est-ce qui va nous dire, OK, on laisse cette question-là parce qu'elle était difficile et qu'elle doit rester difficile? Est-ce qu'on rejoint un peu ce que vous disiez au niveau d'explicite et implicite? Ou est-ce qu'on va vraiment regarder si la question était mal posée, si ça portait à confusion, là, on va l'améliorer? Et probablement, on ne peut pas enlever des questions du résultat final parce que c'est une épreuve MES, on ne peut pas être touché. On fait ça seulement quand on a une directive du ministère. Donc, si elle a été échouée, bien, ça a un impact sur le résultat de l'élève, puis ça reste comme ça. Par contre, nous, quand on voit qu'il y a un haut taux d'échec, comme certaines questions qu'on vient de voir, c'est sûr que nous, c'est pour ça qu'on va voir dans les copies. Puis on regarde, bien, c'est quoi les... Puis souvent, c'est souvent la même mauvaise réponse qui va être survenue. Puis là, c'est là qu'on va aller... moi et mes collègues, on regarde, on fait des hypothèses sur pourquoi que c'est comme ça, pourquoi c'est ce type de réponse-là qui est ressorti. Ça, c'est notre analyse au niveau de la commission scolaire. Mais tantôt, je vous disais qu'après ça, quand la présentation est faite aux directions d'école, eux, ils doivent poursuivre l'analyse plus détaillée dans leur école. Donc, voici les chiffres de la commission scolaire. Parce que dans les tableaux que je leur envoie, puis on va en voir tantôt, ils ont les chiffres de la commission scolaire, mais ils ont les chiffres de leur école. Okay. Donc, c'est possible qu'à la commission scolaire, c'est le taux d'échec, mais c'est possible que dans une école, à cette question-là, ça a été réussi. Donc, eux, ils ne s'attarderont pas sur cette question-là, mais sur une autre question possiblement. Mais si, eux, elle est aussi manquée que la commission scolaire, bien là, on va aller voir. On va aller voir quel élève, parce qu'on va aller voir dans quel groupe dans l'école que c'est le plus manqué. Si c'est dans les deux, on va travailler avec les deux enseignants. Si c'est juste avec un enseignant, on va travailler avec cet enseignant-là. Mais là, on va aller voir après ça, c'est quoi le type de réponse qui a été donné pour savoir c'est quoi la mauvaise réponse. Parce que là, on vient toucher un peu nos pistes que nous, on donne, c'est en lien avec la pédagogie en classe. Qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler, pour s'assurer que ce type de question-là, avec le type de réponse, on ait la prochaine fois un meilleur taux de réussite? Sauf que là, la question ne changera pas, dans le fond. Donc, si on s'aperçoit que la question est mal posée... Non, parce qu'une épreuve du MES, on ne peut pas toucher à ça. OK. Qui touche à ça? C'est le ministère. Puis, est-ce que le ministère reçoit ce genre d'études-là? Eux, ils ne viennent pas voir nos chiffres. On n'envoie pas nos données au ministère de nos épreuves MES, OK? Parce que le but d'une épreuve MES, c'est pour réguler le système. Ce que ça veut... En sixième année. Non, c'est ça. Au primaire, en sixième année ou en quatrième année, on dit que c'est pour réguler le système dans le sens qu'on veut s'assurer que les enseignants enseignent vraiment le programme par compétence. C'est ça que ça veut dire. C'est ça le but des épreuves obligatoires au primaire. C'est quand même drôle. Là. Avec ça, on évalue les profs, on n'évalue pas les élèves. Tu peux évaluer aussi les élèves. Parce que c'est possible que l'enseignant ait fait son travail, mais que c'est les élèves qui ont, pour une raison X, qui n'ont pas bien compris, ou parce qu'il y a tellement d'éléments à tenir compte dans les épreuves ministérielles, c'est que c'est des moments d'évaluation formelle, ça vient du ministère, donc c'est un peu plus gros. L'anxiété est là. Il y a le stress.
Puis ça dépend comment l'enseignant amène ça. Si tu mets toujours si tu démontres à tes élèves que là, c'est super important, il ne faut pas manquer ça, tu mets un peu d'anxiété sur tes élèves. Donc, ça dépend comment l'enseignant amène l'évaluation dans sa classe aussi. Oui, ça vient du ministère, sauf que, tu sais, moi, si j'étais dans une classe titulaire, tu sais, j'étais titulaire, je ne mènerais pas ça comme c'est la grosse évaluation. C'est une évaluation comme une autre, dans le fond. C'est le même qu'il faudrait le voir, mais ce n'est pas nécessairement véhiculé comme ça dans les écoles. C'est sûr qu'il y a toujours une section à la fin de commentaires qu'on peut envoyer au ministère. Puis ça, nous, les CP, on le fait. Les enseignants aussi peuvent le faire, mais malheureusement, ils ne prennent pas le temps de le faire. Qu'est-ce que tu fais avec les questions qui sont trop faciles, par exemple? Trop facile ou trop difficile, c'est sûr que ça fait partie des commentaires qu'on envoie parce que cette épreuve-là de juin dernier, elle ne sera pas réutilisée. En juin prochain, ça va être une nouvelle épreuve. L'autre juin d'après, ça va être une nouvelle épreuve. Puis je peux vous dire que dans les dernières années, depuis que moi je suis conseillère pédagogique en évaluation, ça n'a jamais été le même examen. Donc, c'est toujours une nouvelle épreuve à chaque mois de juin. Donc, les commentaires qu'on envoie, les CP, j'ose imaginer qu'ils en tiennent compte quand ils formulent leurs questions. Mais ça, je ne peux pas vous le confirmer, je ne travaille pas au ministère. Mais logiquement, dans ma tête à moi, si je travaillais au MELS en français évaluation, mais je tiendrais compte des commentaires. Parce que nous, les CP, c'est clair qu'on en envoie des commentaires. Les enseignants, ils peuvent le faire aussi via les documents, mais souvent, ils ne le font pas, malheureusement. Merci. Il y avait ici, puis ici. Je recule un peu. Oui. Quand vous nous avez présenté la proportion accordée à chacun des critères d'évaluation, ce que vous nous présentez ce soir, c'est 2014. Ce qu'on avait sur Studium, c'était 2012. Et je vois que les proportions varient considérablement. Oui, d'une année à l'autre, c'est jamais la même. Oui. De quoi n'est peur cette variation-là? C'est le ministère dans la façon... On ne fait pas de tableau de spécification. Non, c'est ça, exactement. Donc, on peut voir pourquoi c'est problématique vu qu'il n'y a pas de tableau de spécification. C'est parce qu'il y a beaucoup... Sans défendre le MELS, là, moi, de ce que je connais, je suis à peu près sûre de ma réponse. C'est sûr que, tu sais, écrire une épreuve comme ça ne se fait pas en 6 mois, là. Puis c'est testé aussi avec des élèves. Donc, je crois que ça a un lien avec les textes et le thème qui est choisi. Ça, moi, je suis convaincue de ça. Parce que le thème, tu sais, trouver un thème qui peut être authentique pour les élèves, qui peut être signifiant. Puis là, je reprends des mots que moi-même j'ai utilisés dans ma grille. C'est pas évident, qui va toucher les garçons, les filles. Je peux vous dire que c'est un méchant casse-tête. C'est un méchant casse-tête. C'est pas tout le temps évident. Des fois, tu peux avoir une bonne idée, mais pas trouver de texte. Ou tu en as trouvé, mais tu n'as pas le droit d'auteur, parce qu'il y a des droits d'auteur qui viennent avec ça. Donc, puis dépendant des textes, je suis sûre que ça a un impact, là, par rapport à la proportion. Mais d'une année à l'autre, les proportions ne sont jamais pareilles. Jamais, jamais, jamais. Parce que si on regarde, en 2012, le jugement critique pesait pour 14 dans les critères. Puis là, 2 ans plus tard, on est à 7 Mais c'est un petit peu aléatoire. C'est pour ça que nous, il y avait des étudiantes en MSG, justement, qui ont fait leur travail là-dessus. On appelle ça l'équivalence. L'équivalence des tâches. Et c'est ça qu'on avait démontré, justement, que les tâches n'étaient pas équivalentes d'une année à l'autre. Ils sont allés présenter ça à l'ANMI, dans une affiche. Et là, à l'ANMI, il y a aussi des gens du ministère en évaluation qui étaient là. Et là, je peux vous dire que les jeunes étudiants qui ont eu à argumenter, ils ont eu... parce que la madame Dumel n'était pas tellement contente qu'on ait exposé ça. Mais c'est que, justement, quand on lui dit que la démarche qui est utilisée, je veux dire, elle est un peu aléatoire. Ça ne veut pas dire que l'épreuve n'est pas bonne, là. C'est pas ça qu'on dit, mais quand même. Ça veut dire qu'il y a des étudiants ou des élèves d'une année à l'autre qui ne sont pas évalués exactement de la même façon, avec le même niveau de difficulté et tout ça. Donc, oui, ça peut jouer. Surtout comme Mélanie parlait que les enseignants doivent rendre compte avec leur convention et tout ça. Donc, si par rapport à un test qui est difficile, les élèves réussissent, mettons, à 8 de moins, bien là, ils vont se faire dire, mais là, il faut monter votre... Oui, mais regarde, c'est plus les mêmes élèves, c'est plus le même examen, c'est un petit peu difficile. Puis maintenant, on peut même rajouter en 6e année, il y a des projets d'anglais intensif qui se vivent dans les écoles. Puis depuis janvier dernier, il y a une session d'épreuves obligatoire pour le PAI en janvier, parce que ceux qui ont le modèle 5 mois, ils changent à la mi-année. Puis nous, avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on utilisait les épreuves de juin pour janvier.
Mais là, maintenant, il y a une session officielle du ministère. Puis même celle-là, ce n'est pas celle de juin, c'est une épreuve complètement différente. Puis encore, les proportions ne sont pas les mêmes, là. Je peux vous le dire. Donc, mais ça, là, je ne pouvais pas vous le présenter parce que je ne peux pas faire circuler les documents, là. Elle est strictement interdite de diffusion. C'est pour ça que j'ai posé. Et par rapport à ton questionnement, quand on est en sanction, là, on n'est pas en sanction. Non, c'est ça. C'est ça qu'il faut Ouais. Mais quand on est en sanction, secondaire 4, secondaire 5, là, à ce moment-là, on va avoir ce que tu disais, des questions qui soient rejetées par le ministère et qui recalculent la note. Ça, c'est la modération. C'est ce qu'on appelle la modération. Oui. Quand vous dites en sanction, juste pour être sûr que je vous C'est comprenne, c'est quatrième, parce, cinquième secondaire, c'est parce que ça va jouer sur la diplomation. Oui, c'est les Voilà. épreuves uniques pour accorder le DES. Donc, en secondaire 4, c'est mathématiques, sciences et histoire. Puis en secondaire 5, c'est français et anglais. Ça, on parle juste des épreuves uniques, oui. Puis ces épreuves-là comptent pour 50 Ouais. sont modérées et modèrent aussi la note de l'élève sur le reste de l'année. Oui. Oui, c'est ça. Donc, là, on peut voir que le tableau de certification, ça pourrait être intéressant d'en avoir, mais même si nous, on le faisait à la commission scolaire, on n'a pas de pouvoir sur l'épreuve qu'on reçoit. Donc, on pourrait donner l'information, mais après ça, ça reste là, Ça malheureusement. fait combien de temps, ça, le MELS en 6e année? Ça fait... On est comité en Ah, français. je ne me Ouais, rappelle en pas d'avoir passé ça. OK. Ah, Bien, ça fait... C'est dans les années 2000, c'est à peu près 2005, 2006. Ouais. Oui, OK. Mais... Parce qu'en date, c'est je suis 2005, trop vieille. là, mais en français, là, OK, c'est ça, je suis trop bien. J'ai pas connu ça. Donc, on va juste continuer. Il y avait une question aussi de monsieur. Oui, allez-y. Oui, juste une réaction. Oui. Pour dire que moi, je ne vois pas d'un mauvais œil que le ministère cherche à s'assurer par des moyens dont la pertinence est à discuter que les élèves ont à peu près le même niveau ou que les mêmes compétences ont été développées à Ouais. divers endroits. Parce qu'ailleurs, ça constitue un reproche qu'on fait au système. Parlant de chemin, OK. vous verrez des élèves de 6e année dans la même ville, mais quand vous les approchez pour les tester un peu, vous vous rendrez compte qu'il peut exister un Des grands écarts. OK. un grand écart. Donc, que l'État, soit dans son rôle régalien, cherche à avoir une vision ou alors une certaine mainmise sur ça, moi je trouve que cela est même à saluer. Bien, tu sais, c'est correct de vouloir réguler le système, sauf que, puis j'ai une de mes collègues que je l'ai assommé quand j'ai dit que nos résultats n'étaient pas envoyés au MELS. C'est sûr que les résultats des épreuves uniques sont envoyés parce que, bon, on fait des statistiques, des indicateurs nationaux et tout, mais peut-être qu'en ayant nos données, à part juste nos commentaires, ça pourrait peut-être aider à améliorer les épreuves, mais bon, je travaille pour MELS. Puis... oui. Mais je voulais juste faire du pouce sur ce que tu disais tantôt par rapport à la régulation du système. J'ai devant moi la même analyse de ma commission scolaire, je la regardais en même temps que la Ouais. défilait. Les résultats sont à peu près les mêmes. Sensiblement. Les commentaires, tous sont les mêmes. Je suis sûre qu'on fait la même chose à CSTNI. Chez nous, on donnait des pistes d'intervention Ouais. pour chaque question. Bon. Puis ça peut peut-être illustrer un petit peu plus pour toi tantôt quand on parlait, mettons, de la question 2 qui avait un grand Ouais. pourcentage d'échecs. Et nous, ce qu'on a écrit comme piste d'intervention, c'était par exemple enseigner de façon explicite la stratégie prise de notes. Puis après ça, on va le relier avec le but ou la convention de Oui, gestion. c'est ça, exactement. Nous, c'est que nos pistes sont à la fin, on va les voir tantôt, mais on ne le fait pas question par question, mais on le fait globalement. Parce que ce qui arrive aussi à ma commission scolaire, il y a des écoles qui sont ciblées. Elles sont ciblées dans le sens qu'elles ont des résultats plus faibles. Les écoles qui ont les résultats les plus faibles dans la commission scolaire, c'est les écoles ciblées. Et les écoles ciblées sont soit en français ou en mathématiques par certains cycles, pas nécessairement tous les cycles. Et ces écoles-là ont la chance, je dis en guillemets parce qu'elles sont bien contentes, d'être accompagnées par des conseillers pédagogiques en français ou en mathématiques. Donc, ces écoles-là, l'analyse que la direction doit faire avec leurs enseignants est faite tous avec le CP, mais ceux qui n'ont pas de CP doivent le faire avec leur équipe cycle malgré tout. Mais tu sais, on accompagne les directions là-dedans aussi. Là. On leur dit pas « faites ça comme ça » puis have fun. On leur donne des pistes. Là. Combien d'écoles ciblées vous avez à peu près par commission? Sur 56, on en a 24. Quand même, Oui, c'est quand même presque la moitié qui peuvent Oui. profiter d'un conseil Oui. pédagogique. oui. Il y en a qui ça fait des années qu'on essaie de le laisser aller tout seul, mais ils veulent nous garder. C'est parce qu'à un moment donné, il y a juste un certain nombre d'heures de travail dans une journée. Là. On ne peut pas voir tout le monde. Si on pouvait accompagner tout le monde, on voudrait, mais bon, c'est pas possible. Donc, le critère justification pertinente des réactions à un texte, vous voyez qu'il y avait 3 questions, une dans la tâche 1, 2 dans la tâche 2.
puis qu'on voit que ça, en tout cas dans l'ensemble, c'est très bien réussi. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire ici. Le critère interprétation plausible d'un texte, on voit ici qu'il y a quand même un 22 de taux d'échec, là, OK? Puis il me reste un critère de mémoire. Oui, le jugement critique. Donc, le jugement critique ici aussi. Puis ce qui est ressorti, c'est que souvent, parce que le jugement critique, il faut que tu t'appuies sur les caractéristiques du texte pour donner ta réponse. C'est pas juste dire oui, j'aime ça ou non, j'aime pas ça. Il faut que tu ailles chercher de l'information, il faut que tu t'appuies sur le texte. C'était souvent ça, l'absence de justification appuyée sur une caractéristique du texte que l'élève n'utilisait pas. Et ici, on dit spécifiquement à ma commission scolaire que par rapport à l'année passée, le taux de réussite a diminué. Là. OK? Et ici, on a le taux de réussite à l'épreuve. Je vous rappelle que dans le A, c'est entre 88 et 100, 74 à 87, 60 à 73, 41 à 59, 40 et moins. Donc, c'est quand même... on voit que notre taux de réussite s'est maintenu par rapport à l'année passée. Il y a eu une augmentation du nombre d'élèves qui ont obtenu un A, puis une diminution d'élèves qui ont obtenu un C, parce qu'il y en a plus dans le B. Parce que nous, nos élèves à risque, évidemment, comme la plupart des gens, se retrouvent dans le C, là, entre 60 et 70 Parce que oui, ils sont en réussite, mais ils sont quand même... Donc, il faut aller voir pourquoi ils ne montent pas un peu plus haut. Ensuite, donc, ça, c'est des pistes qu'on donne, des choses qu'on nomme aussi. Meilleure habileté des élèves à répondre aux questions à choix de réponse, parce que savoir répondre à des questions à choix de réponse ou réponse choisie, ce n'est pas toujours évident. Donc, ça s'enseigne aussi. On peut utiliser des stratégies, ainsi qu'à seul exploitant l'ordre chronologique qu'en juin 2013 à poursuivre au besoin, parce qu'il y avait un même type de questions et réponses en juin 2013, donc on faisait la comparaison entre les deux. Meilleure habileté à fournir des réponses précises et détaillées qu'en juin 2013, entre autres pour les questions portant sur les réactions. Donc, c'est quelque chose qui était ressorti l'année passée, c'est dans les pistes à faire pour cette année, donc on voit que ça a été travaillé. Habileté à développer en lien avec le vocabulaire, compréhension de mots exploitant un concept dans la question. Utilité, raison ou un sentiment, c'est des choses qui sont sorties cette année, on l'a vu dans une question tantôt. Améliorer la maîtrise des stratégies suivantes dans les textes informatifs. Cerner l'information importante dans les phrases plus longues ou plus complexes, parce que quand les phrases sont longues, l'élève se perd puis il n'est pas capable de cerner l'information importante. Et identifier les relations établies dans le texte par les marqueurs de relations, ça c'est beaucoup ressorti cette année. Les donc et tous les marqueurs de relation, les élèves, ils voient juste le début de la phrase, mais après le marqueur de relation, ils ne vont pas voir ça. Donc, il y a des éléments de réponse de la question, des fois, qu'il n'y avait pas tout parce qu'il n'était pas allé plus loin dans sa phrase. Donc, ça, c'est des éléments qui sont sortis dans l'épreuve de juin dernier. Donc, ça, c'est des choses qu'on nomme, qu'il faut que les écoles regardent. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est fait dans notre école? Si oui, c'est des choses qu'il faut qu'on travaille l'année prochaine. Au troisième cycle, plus spécifiquement, amener les élèves à développer une opinion sur un texte en l'appuyant sur des caractéristiques textuelles observables. Donc, c'est la dernière question qu'on a vue tantôt. Donc, ça, on avait quand même un taux d'échec de 23 %. Donc, c'est des choses qu'il va falloir que les enseignants travaillent cette année. Puis là, c'est plus petit, là, mais bon, pour approfondir l'analyse des résultats à l'épreuve et à l'étape 3, il est important de se questionner sur les éléments suivants. Parce que c'est des choses qu'on a mis en place à notre commission scolaire. Est-ce que la planification globale, elle est complétée? Si oui, est-ce qu'elle est vraiment vécue en classe? Parce que la planification globale vous permet de passer à travers votre programme. Quelles sont les traces utilisées dans la collecte de l'information? Entretien entre l'élève et l'enseignant après une lecture. Observation pendant une discussion en grand groupe ou dans les cercles de lecture. Examen du carnet de lecture. Lecture silencieuse suivie d'une tâche papier. Quelles sont les caractéristiques des tâches utilisées? Type de texte, courant ou littéraire? Juste du courant ou juste du littéraire? Longueur et structure des textes à lire. Parce que le carnet, il est quand même... vous allez voir, là, je vais vous le montrer rapidement. Là. C'est long, là. Ça, c'est le texte informatif. Après ça, on parle du texte littéraire. C'est sûr qu'ils ne lisent pas tout de traite, mais si vous n'avez pas habitué vos élèves à lire aussi longtemps un texte aussi long, c'est sûr que rendu à l'épreuve, ça va avoir un impact. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut regarder. Longueur des tâches aussi. Connaissances et stratégies exploitées.
Complexité de la tâche, présence des composants de la compétence, comprendre, explicite, implicite, réagir, interpréter, apprécier. Dans quel contexte les situations d'évaluation sont-elles vécues? Intérêt pour le sujet et le type de tâche, ce que je disais tantôt, lien avec les autres disciplines, parce qu'il y en a ici, je vous l'ai nommé tantôt, il y avait un lien avec l'univers social et la science et techno. Situation d'apprentissage complète, préparation, réalisation, intégration, conditions de passation des tâches d'évaluation et soutien apporté, pratique autonome, pratique guidée. Puis dans l'interprétation, de quelle façon se déroule la correction? Utilisation de grilles d'appréciation, des guides de correction, correction collective, approche quantitative ou qualitative, jugement de l'enseignant, temps de concertation entre les enseignants. Donc, c'est toutes des pistes qu'on donne ou pour les directions, les types de questions qu'on peut poser quand on fait l'analyse avec notre équipe cycle. C'est toutes des choses qui ont un impact. C'est sûr qu'il y en a qui utilisent les épreuves des années d'avant pour pratiquer leurs élèves. On ne se le cachera pas, puis c'est correct, sauf que ça dépend toujours dans quel contexte que tu le fais, si c'est vraiment pédagogique ou c'est juste pratiquer pour être capable de faire l'épreuve, tu sais. Parce que si tu fais juste le faire, le pratiquer pour que tu sois capable de faire à la fin de l'année, puis si tu ne fais pas de retour pédagogique par rapport à ça, là, c'est pas nécessairement intéressant. Donc, on peut les faire, les anciennes épreuves, mais il faut qu'il y ait un aspect pédagogique à ça. On le fait pratiquer, oui, pas juste pour la longueur des textes, mais pour pratiquer certaines stratégies, tout ça. OK? Est-ce que ça va pour ça? Ça, c'était l'épreuve de français. Ça, c'est les tableaux que moi, je remets. Là, je n'ai pas mis les écoles, là, parce que je ne voulais pas mettre une école spécifiquement, mais comment je l'ai dit? Donc, mes amplitudes, on les voit en haut. Donc, on voit le taux CS, puis on voit le taux école. Il y a deux types de tableaux. Là, l'autre, je ne l'ai pas remis, mais dans un autre tableau qu'on envoie aux écoles, il y a aussi la colonne groupe. Donc, on fait vraiment l'analyse pour les écoles, le groupe versus son école, et versus la CS, puis juste l'école versus la CS. Donc, moi, mon groupe, je me situe où par rapport à mon école, puis je me situe où par rapport à la commission scolaire. Puis là, c'est vraiment toutes les questions qu'on a dans l'épreuve. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui a réussi à 100%? Bien, c'est parce que il n'y a pas, dans notre grille de consignation, puis dépendant du... Si je vais prendre la tâche numéro 1, par exemple, là, la tâche numéro 1, la question 1, il y a une possibilité d'un point. Donc, nous, comment qu'on le place? C'est qu'on le place dans 4 pour réussite ou dans, mettons, 2 pour échec. C'est pour ça qu'ailleurs, il y a des zéros. Ça dépend toujours du nombre de points. Des fois, quand c'est une question à 2 ou 3 points, on dit, bien, pour être en réussite, ça prend 1 ou 2 points ou juste le 2 points, puis 0, 1, c'est en échec, dépendant de la question puis du niveau de la question. Donc, c'est pour ça que souvent, dans la colonne 5, il n'y en a pas, mais c'est ici qu'il faut regarder, là, parce que nous, c'est comme ça qu'on fonctionne à la commission scolaire. On y va selon le nombre de points qui est attribué à chaque question. Donc, quand c'est sur 1, bien, c'est 0, échec, puis 1, c'est réussite de toute évidence. Puis comment que nous, je donne cette information-là au gars de l'informatique que quand c'est, mettons, un point qui est mis dans GPI pour cette question-là, mais c'est automatiquement associé à une réussite. Donc, c'est le système informatique qui l'a dit puis qui nous le sort en tableau comme ça par la suite. Oui? Je vais être très politique dans ma remarque, Mais c'est correct. Vous offrez du soutien aux écoles, mais est-ce que le MERS vous donne à vous du soutien? Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont présents? Est-ce qu'ils vous permettent de participer à certaines réunions? Non. C'est incroyable. Puis je vous dirais que depuis 2 ans, on n'a pas grande nouvelle du MERS parce que là, il y a des coupeurs partout, au ministère aussi. Donc, on ne sait plus à qui s'adresser, là. Votre point de contact au MERS, ça se trouve avec qui? Bien là, moi, à cause d'un projet qu'on vit à la commission scolaire présentement, on a réussi à trouver le nom de la personne qui est en charge du département de l'évaluation au ministère. J'y ai parlé aujourd'hui par rapport à ça, que là, j'ai gardé son nom. J'ai dit que j'avais des questions, je pouvais y écrire ou l'appeler, puis elle a dit oui, pas de problème. Mais avant que les directions régionales soient abolies, c'était les directions régionales, on se tournait vers les directions régionales. Puis si eux n'avaient pas la réponse, puisqu'ils n'avaient pas toujours la réponse, eux s'informent au MERS. Okay. Mais là, on doit passer directement au ministère. Les directeurs régionaux, comme vous dites, c'était quoi leur rôle? Bien, c'était un peu un palier entre le MERS et la commission scolaire. Pour pas que toutes les commissions scolaires appellent au MERS, on se référait à notre direction régionale. OK.
Puis on avait un répondant pour la formation générale des jeunes, on avait un répondant pour la formation générale adulte, on avait un répondant pour l'adaptation scolaire. Mais là, ça, c'est plus là. Ça a été aboli en début d'année. Donc là, on doit s'adresser au ministère directement, chose qu'on ne fait pas souvent. Je l'ai fait aujourd'hui, j'ai parlé à quelqu'un, j'étais quand même surprise. On verra si j'ai d'autres questions, parce que je vous dirais que je maîtrise assez bien mon dossier évaluation, là, que j'ai pas souvent à avoir à faire appel au ministère, mais quand on fait appel, c'est souvent mes collègues parce qu'il y a l'évaluation générale au ministère, après ça, il y a le département d'évaluation de chacune des disciplines. Donc souvent, ça va être plus ma collègue en français qui va contacter la personne qui s'occupe de l'évaluation en français ou en mathématiques. Moi, la personne que j'ai contactée, c'est celle qui s'occupe de l'évaluation en général. Mais c'est souvent plus par les personnes responsables de l'évaluation dans la discipline qu'on va passer en premier. Je comprends. Parce qu'eux, ils ont leur mot d'ordre de l'évaluation générale. C'est ça. Mais les départements ne se parlent pas tout le temps non plus, malheureusement. Il y avait une formation d'évaluation. Oui, C'est avec. pas le cas des autres conseillers pédagogiques. Non, par c'est exemple. ça. Donc, moi, j'ai cet avantage-là. Vous êtes outillés. Oui. Si jamais on a quelqu'un qui travaille dans une commission scolaire qui n'est pas outillé, à ce moment-là, on ne peut même pas aller vers le haut. C'est ça, parce que pour être conseiller pédagogique, il demande un bac. Il n'y a, Peu pas de importe, là, tu sais. il y a pas de formation spécifique, il n'y a pas un diplôme spécifique pour devenir CP. Si tu es prof, puis il y a un poste qui s'ouvre, puis ça t'intéresse, tu peux appliquer, puis si tu l'as, mais tant mieux. C'est un peu ça, là. Sans rien enlever à ma job, mais c'est ça pareil, tu sais, c'est quand même ça. Donc, oui, là, présentement, j'ai un contact, mais tu sais, on a de moins en moins, tu sais, avant, on avait quand même des rencontres un certain nombre de fois par année avec le ministère pour des choses, puis là, on n'a plus rien, on a nothing, là. Il ne se passe pas grand-chose. Les seules informations qu'on reçoit, c'est envoyé aux directeurs généraux des commissions scolaires qui, eux, envoient l'information aux personnes concernées dans la commission scolaire. Là, j'ai su que les élèves de 6e année au niveau PAI vont être évalués en anglais pour voir, là, mais je l'ai su parce que, mais tu sais, c'est ça, c'est au DG, puis le DG l'envoie aux personnes concernées. Et c'est nouveau, ça, c'est tout récent, on vient d'apprendre ça. Donc, oui. Donc ça, c'est la suite de mon tableau. C'est vraiment pour le restant des questions de la tâche 1, puis ça, c'est les questions de la tâche 2, puis on voit le résultat final à l'épreuve. Avant, ce qu'on ajoutait aussi au tableau, on comparait avec le résultat de l'étape 3 et non le résultat final disciplinaire. Pourquoi? Parce que nous, ce qu'on dit, à ma commission scolaire du moins, c'est que l'étape 3, c'est le portrait d'élève à la fin de l'année, parce que c'est la dernière étape de ton année. Donc, au lieu de comparer à un résultat final qui est une pondération de 3 étapes, qui a, tu sais, ce qui s'est passé en début d'année ne reflète pas vraiment le développement de compétences à la fin de l'année. Donc, nous, on compare souvent avec l'étape 3 au lieu du résultat disciplinaire final parce qu'on veut vraiment comparer avec la fin de l'année et non une pondération de tout ce qui s'est fait pendant l'année. Donc, ça, c'était français. Je voudrais juste Oui. voir dans ta colonne 5, ça, au total, tu as 28%. Oui. Là, on l'a. Tu as des chiffres à quelque part en haut de ça ou bien c'est tous les zéros encore? Où ça? Parce que tantôt, sur l'autre page, on Oui. avait comme juste des zéros. Oui, c'est parce que là, ici, c'est vraiment, puisque le résultat final était sur 100 de l'épreuve, bien, il était transformé Ok. sur 100. Là, on a des chiffres Donc, dans c'est la pas colonne au milieu, 5. c'est Non, zéro. c'est ça, parce que c'est sûr que l'épreuve de lecture n'est jamais sur 100, elle est toujours sur 39 ou un chiffre bizarre de même, mais nous, on demande aux enseignants de le ramener sur 100 pour le rentrer dans GPI. Donc là, c'est vraiment la séparation de ça. Maintenant, l'épreuve de mathématiques. Oh boy. Elle se nommait l'incroyable cirque. Et le mot incroyable est peu dire. Je n'étais pas là en fin d'année, mais j'en ai entendu parler. Donc, le résumé de l'épreuve, c'est que les élèves devaient planifier la visite d'un cirque dans la ville. Ils étaient invités à choisir un chapiteau, à déterminer le nombre de sièges de chaque couleur et à déterminer le nombre de sacs de sable nécessaires à l'aménagement de la scène. Comme je vous dis, je n'étais pas vraiment là à la fin de l'année, mais tous les commentaires que j'ai eus, je me suis même fait demander qu'est-ce que le MES avait fumé de bon pour faire cette épreuve-là. On parlait de différence dans les proportions, parce que là, au niveau des mathématiques, au niveau des critères, ce n'est pas la même chose, mais au niveau du niveau de complexité, de difficulté en mathématiques d'une année à l'autre, ça fait ça, encore plus qu'en français. Il y a des années que ça va très bien, puis il y a des années que c'est hyper difficile.
Ça, ce n'est une. Ça n'a pas été facile du tout. C'était même assez complexe à certains moments. Donc, c'est ce qu'on me dit. Donc, l'épreuve en mathématiques est divisée en 3. Vous avez une partie qui est la résolution de problèmes, qui est pour la compétence 1. Puis, les 2 autres parties sont reliées à la compétence 2. Mais les 2 autres parties, il y a une partie qui sont 6 situations d'application. Et il y a une 3e partie qui est un questionnaire de connaissances pures, qui est obligatoire. Et la comptabilisation des situations d'application et du questionnaire font le résultat de la compétence 2 en mathématiques. Et la correction se fait par critères en mathématiques aussi avec ce qu'on appelle des grillettes. Les grillettes ou les grilles, parce que nous on dit grillettes, là. Ça ressemble à ça ici, là, rapidement, puis je pourrais le mettre à l'écran tantôt. Si vous avez le critère, là, vous avez A, B, C, D, E. A, pour un critère, c'est 40, B, c'est 32. Ah, ici, oui? Ben oui, j'y avais pas pensé. J'ai juste tassé mes autres affaires. Oui, c'est ça. Il faut que je le mette vers moi, c'est ça? Ou je pense que c'est ça, oui. Oui, caméra document. Ça sent bien. Pourtant, c'est ça. Pourquoi qu'elle veut pas? Non, c'est ça. Au pire, je pourrais aller chercher après, là, pour vous le montrer. C'est que chaque critère, il y a les A, B, C, D, E. Et pour chaque critère, le A vaut un certain nombre de points, le B. Donc, le A, c'est 40, le B, c'est 32, le C, c'est 24, le D, c'est 16, puis le E, c'est 8. Donc, il n'y a pas de entre. C'est 40 ou 32 ou 24 ou 16 ou 8. Dans l'épreuve d'écriture, c'est un peu similaire. On a la grille descriptive du ministère, on a les 5 critères, puis on a les 5 échelons A à E. Pour le critère 1, ça ne fonctionne pas. on va continuer à parler en attendant, c'est pas grave. Donc, en écriture, c'est la même chose. Si l'élève a A au critère 1, c'est 20 points. Il n'y a pas de 19, 18, c'est 20. Des fois, ils sont tentés, je dis non, ça rentre. Il va me sortir un rapport d'erreur de toute façon. C'est 20 ou c'est 16. B, c'est 16, C, c'est 12, D, c'est 8, puis E, c'est 4. C'est ça où il n'y a pas de plus 2 ou moins 2. Non, c'est comme ça. Ça ne fonctionne pas. Mais je vous le montrerai à l'écran tantôt. C'est pas plus grave que ça. Donc, ça a été une épreuve assez difficile en mathématiques. Donc, puis mathématiques, on dirait qu'ils n'ont pas réussi à trouver encore un modèle qui n'est pas trop difficile, qui n'est pas trop facile, puis qui peuvent réappliquer à chaque année. Je ne sais pas si c'est à cause des choix de thèmes qu'ils font pour l'épreuve, mais d'une année à l'autre, encore plus qu'en français, là, ça joue énormément. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que les enseignants doivent faire le test avant de pouvoir faire la passation. Oui. Est-ce que une majorité d'enseignants peut se rendre compte, comme là, ils sont OK, bien, c'est sûr que nous, ce qu'on fait, moi, dès que je reçois les épreuves à la commission scolaire, je sors tout de suite des copies puis je les donne à mes collègues CP. Okay. Puis souvent, ça va arriver vers la fin de la semaine, donc elles partent avec ça la fin de semaine, puis elles le font tout de suite. Puis avant que moi, je fasse les envois, s'il y a des consignes spécifiques à donner, ça va être mis dans l'envoi. Puis en mathématiques, excuse-moi, je vais juste finir mon idée. En mathématiques, contrairement au français, parce qu'en français, je vous dirais, le modèle est le même depuis plusieurs années, même si la proportion des critères n'est pas la même, le modèle reste le même. Donc, c'est toujours un texte courant, un texte littéraire, puis une lettre à écrire. Donc, ça reste comme ça. En mathématiques, donc, on ne présente plus les épreuves de français avant la passation. Mais en mathématiques, on la présente encore. Okay. À cause de ça, puis s'assurer que les conditions de passation sont les mêmes pour tous. Puis s'il y a des consignes spécifiques à les donner, on les donne. Même s'ils sont dans l'envoi, on les donne lors de la présentation aussi parce que les épreuves sont encore trop disparates d'une année à l'autre. Donc, on préfère continuer la présentation des épreuves à cause de ça. Quand vous avez dit qu'on dirait qu'il y en avait fumé du bon, est-ce qu'on peut s'en rendre compte avant puis à faire une altercation au maire en disant « ça n'a pas de bon sens ». C'est sûr que moi, ce que ma collègue en maths me dit, c'est sûr qu'elle avait envoyé des courriels au ministère, mais s'ils décident de la laisser comme ça, parce qu'il y a des années qu'il y a une situation d'application qui avait été retirée complètement. Okay. Ça peut arriver, mais c'est rare. Okay. Mais si le MES ne donne pas de consigne, ça compte, ça reste comme ça, puis ça donne ce que ça donne. OK.
malheureusement. OK? On est Des revenu fois, en si ligne. ils réagissent à une épreuve, comme quand tu étais venu la présenter Ouais. la dernière fois en 2012, l'épreuve avait été très bien réussie. Ouais. Fait que là, ils ont dit, ben non, c'est trop facile, donc on va en mettre une difficile, mais... C'est qu'il y a difficile puis difficile. C'est ça, c'est qu'ils n'ont pas vraiment trouvé, je ne sais pas pourquoi, tu sais, puis je ne suis pas experte du programme de maths, mais vraiment pas loin de là, mais ils n'ont comme pas trouvé encore, contrairement au français, tu sais, un modèle qui convient, ou je ne sais pas si c'est les thèmes qu'ils choisissent qui font que c'est plus difficile, j'ai aucune idée, je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais c'est ça, quand une année est plus difficile, ils s'en reprennent l'année d'après, mais des fois, ils la mettent comme trop difficile, en tout cas, c'est bien particulier, là. C'est pas bien Ouais. de la régulation, là, on s'entend. là. Non, mais il n'y a pas de tableau de spécification, il n'y a pas de validation des questions. Parce que, à mon avis, l'examen qui est là, il n'y a même pas, tu sais, comme ça en anglais, ils ne vont pas le valider en grand nombre, donc ils peuvent juste le valider un petit nombre. Ouais. là, OK, la question politique de la soirée, c'est pourquoi qu'on fait ça? Pour réguler le système. Oui, mais ça ne régule pas du tout. Si les épreuves font ça, la régulation est où? Elle n'est pas là. On régule sur des mauvaises bases. C'est ça. Mais bon, que voulez-vous? Donc ici, ça, c'est les informations par rapport à la tâche qui était la résolution de problèmes. Donc, on peut voir quand même qu'on a quand même un beau taux de réussite. Ça, c'était ce que l'élève, le mot que je cherche, c'est les contraintes, je pense. Les concepts qui étaient tous dans la résolution de problèmes. Donc, processus de calcul sur les nombres naturels et décimaux, expression par un nombre en notation décimale ou par une fraction d'un nombre exprimé en pourcentage, multiplication d'un nombre naturel par une fraction, représentation d'une fraction à partir d'une collection, relation des unités de mesure de masse, repérage dans un plan, R, périmètre, interprétation d'un diagramme circulaire. Ça en fait, là. C'est beaucoup d'informations, beaucoup d'informations. Il y a tâches complexes puis tâches complexes, selon moi. Donc, il y avait un grand nombre de données et de contraintes présentées dans 2 documents, ce qui pouvait occasionner certaines erreurs de données. Plusieurs calculs reliés, importance de bien cibler la provenance de l'erreur, car les autres résultats sont aussi affectés. Pour le seuil minimal qui est C, l'élève pouvait avoir oubli de 4 contraintes, 2 erreurs conceptuelles ou procédurales et 3 erreurs mineures. Il y a toujours dans le guide d'administration mathématique qui est quand même pas toujours facile à suivre, bien honnêtement, là, puis j'ai quand même une maîtrise en évaluation. C'est quelque chose, là. Ceux qui l'ont déjà passé, là, je vais juste vous le montrer rapidement, là, ça vous dit, bon, pour avoir un A, ça prend ça, pour avoir un B, c'est quelque chose, là. C'est pour ça qu'on fait encore les présentations de l'épreuve en mathématiques à ma commission scolaire, parce que il y a beaucoup de stock dans le guide de correction mathématique. Des fois, pour un enseignant, c'est beaucoup. Donc, difficulté à traiter les calculs pour déterminer l'heure de la zone grise, mais le contexte augmentait le rythme. Bon, on voit que malgré tout, c'est quand même une tâche qui est bien réussie, puisque nous, au courant des dernières années à la commission scolaire, on est en formation obligatoire avec nos enseignants depuis quasiment 10 ans. On a beaucoup travaillé la compétence 1. Donc, pour nous, la compétence 1, ce n'est pas nécessairement un problème, comme on peut le voir malgré tout, là. OK? Après ça, on passe aux 6 situations d'application. Donc, on peut voir que la situation d'application, la jonglerie, puis là, on voit tous les concepts en dessous de chacun qui étaient qui étaient ciblés pour la situation d'application. Donc, la première, la jonglerie, c'est quand même pas pire malgré tout. Le concept clé, c'était l'opération sur les nombres décimaux. Donc, s'il y avait une erreur conceptuelle, c'était D, automatiquement. Après ça, on a en piste, qui est quand même pas pire malgré tout. Puis ici, le concept clé, c'est la traduction d'une situation exploitant le sens de la multiplication. On voit qu'un clown maladroit, c'est pas super, n'est-ce pas? Et puis aussi, petit mètre de piste, bien, c'est quand même pas si pire. Mais celle-là, ce que j'ai pris en note ici, c'est que, parce que mes collègues disciplinaires, en français et maths, ils regardent le résultat de la région. On se réunit en région Laval-Laurentides-Lanaudière. Donc, puis je vous dirais que le clown maladroit, c'est la situation d'application, en tout cas dans notre région, qui a été la moins bien réussie. Donc, c'est pas juste à Macias, mais c'est partout. Donc, on est quand même une grosse région, Laval-Laurentides-Lanaudière, donc si ça n'a pas été réussi chez nous, ça veut dire que ça risque de ne pas avoir été réussi nulle part ailleurs. Souvent, là, quand on se compare avec d'autres régions, ce que nous, on a, souvent, ça va être sensiblement la même chose ailleurs. Donc, on voit que celle-là, trop complexe, trop difficile. Petit mètre de piste, c'est quand même pas si pire malgré tout.
place au spectacle, puis une petite fringale. Donc, on voit qu'il y en a tout le temps une ou deux qui ressortent du lot dans le sens qu'elles sont plus difficiles. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis, c'est v'là 2 ou c'est v'là 3 ans, je pense. V'là 3 ans, il y a une situation d'application qui avait été retirée parce qu'au début de la passation, il y avait eu trop de commentaires étolés, puis elle avait été retirée complètement. Mais ça n'arrive pas chaque année. Mais je sais que les commentaires par les CP ont été envoyés au ministère. À quoi ça va ressembler en juin? On va le voir au mois de mai prochain. Donc, ça, c'est pour la mathématique. Il y a aussi le questionnaire, mais ici, on voit que le questionnaire est quand même bien réussi. Pas si pire, là, mais souvent, quand on regarde le questionnaire, c'est lesquelles questions qui ont été manquées pour savoir quelles connaissances spécifiquement. Là, la note finale pour la compétence 2, c'est ici. Donc, on a quand même un taux de réussite à presque 80 %, ce qui est quand même bien malgré tout. Là. OK? Alors, c'est ça qu'on disait, c'est que, dans le fond, une situation d'application, c'est supposé être plus complexe qu'un questionnaire qui va chercher juste des connaissances. Oui. Mais c'est pas parce que la façon de faire, elle est plus simple que la question demandée n'est pas plus compliquée. Donc, si tu vois dans le questionnaire, c'est moins bien réussi, dans le fond, c'est des questions à cheval de réponse. Bien, des fois, c'est un vrai ou faux. Des fois, c'est un nombre, une suite qui doit être complétée. Attendez, je l'ai ici, là. Je l'ai ici. Donc, complète les relations d'équivalence suivantes. 4,2 cm égale combien en mètres? Et écrire les deux thèmes manquants dans la suite ci-dessous. Écrit le symbole qui représente, ça c'est quelque chose que l'enseignant dit à l'oral. Ensuite, la partie grisée représente une fraction de l'illustration suivante. Parmi les illustrations, la partie grisée représente une fraction inférieure. Donc, on voit que c'est vraiment, c'est de la connaissance pure, là, le questionnaire. Pur. Sauf que un élève peut soit bien le réussir ou pas bien le réussir, mais ce n'est pas parce que tu réussis ou tu réussis pas le questionnaire que tu n'es pas capable de faire le transfert. C'est que c'est vraiment... Puis, quand ça a fait son apparition, là, maintenant, 2 ou 3 ans, on ne faisait pas ça avant en mathématiques. Ça, c'est arrivé avec la progression des apprentissages. Donc, d'une certaine façon, il faut comme habiliter les élèves à être capables de répondre à ça aussi, malheureusement. T'sais. Même si le programme par compétence, c'est pas ça qu'il veut, là, mais bon, ça, c'est un autre sujet. C'est un sujet à part. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment de la connaissance pure, là. Complètement. Puis, il y a des fractions, il y a du périmètre, il y a de l'air. Ça touche pas beaucoup de concepts aussi, malgré tout, là. Donc, la C2, c'est vraiment les situations d'application. Et puis, il y a certaines situations d'application qui avaient tellement d'informations dans cette épreuve-là qu'elles auraient pu elles-mêmes être une compétence résoudre. C'est pour ça que des fois, une situation d'application trop complexe devient quasiment une C1, mais qui reste une C2, une situation d'application. Puis c'est un peu ça le portrait de l'épreuve de juin dernier en mathématiques, là. Il y a certaines situations d'application qui avaient trop d'informations, beaucoup trop complexes pour le type. Ça, souvent, là, dans le guide d'administration, pour une situation d'application, ça dit entre 15 à 20 minutes pour la faire, pour un élève. Mais quand ça prend le triple du temps, c'est pas normal. C'est pas normal, parce que c'est pas supposé de prendre tant que ça une situation d'application. J'ai une question. Oui. Ceux qui travaillent pour la MES, qui font les examens, ils ont des examens par l'approche par compétence ou pas vraiment? En fait, qui fait les examens? Le MES. C'est lui qui fait le MES, mais parce que de toute évidence, il confond complexe et compliqué. Hein? Donc, ils sont informés. Bien, on va savoir, c'est qui fait les... Bien, c'est la personne responsable de l'évaluation en mathématiques, parce que tu as toujours la direction des programmes et la direction d'évaluation dans toutes les disciplines. Non, c'est ça. Ils connaissent le programme par compétence, mais en tout cas, c'est ça. C'est pas des départements mais c'est la personne responsable de la direction d'évaluation de la discipline qui s'adjoint souvent des gens qui sont engagés juste pour l'année en libération de service avec des CP puis des enseignants qui choisissent sur le terrain ou qui appliquent ou qui, en tout cas, je ne sais pas c'est quoi le processus, là, mais... Donc, c'est le département de recherche, évaluation et statistique du ministère? Non, ça c'est autre chose. OK. Bien, c'est la direction d'évaluation. La direction d'évaluation qui a des gens en évaluation, mais après ça, comme Mélanie disait, tu as des programmes. Mais
c'est les programmes qui font les examens. Bien, c'est ça, c'est clair, mais c'est pas clair. Mais c'est sûr que les gens de la discipline au ministère chapeautent tout ça. Puis après ça, ils s'adjoignent des gens qui sont en train de service pendant l'année pour écrire, puis ils ont des réseaux. Là, ils demandent auprès des CP qui voudraient participer à l'élaboration d'eux, puis après ça, des fois, il y a des profs qui sont joués à ça, mais pas tout le temps. Mais on l'a vécu chez moi, à mon école, à l'institution scolaire, CSPI. Les profs qui ont été libérés, puis les CP qui ont été libérés en prêt de service n'ont jamais eu de formation en la Non. Pas du tout. Donc là, ils sont prêtés, mais ils vont faire. Ils sont prêtés à des gens qui ne connaissent pas ça. Il y a des gens qui ne connaissent pas ça, qui demandent à d'autres gens qui ne connaissent pas ça. C'est ça. C'est un cumul de méconnaissance. C'est parce qu'au ministère, ce sont des fonctionnaires. Alors moi, dans les années 2000, j'ai travaillé avec le ministère, puis avec justement ces gens-là. C'était des gens qui n'avaient aucune formation, mais c'est eux qui faisaient des formations au niveau national. Donc, c'est des gens qui avaient travaillé avant dans le secteur pour le ministère, pour l'agriculture, ou pour l'immigration, ou pour whatever, mais ils se retrouvent là en évaluation. Alors, c'est sûr que la personne qui était la direction en évaluation, elle a des compétences en évaluation, mais les gens de son équipe n'en ont pas nécessairement. Non, pas nécessairement. Si c'est des fonctionnaires qui sont là comme nous, on avait quelqu'un de la direction en évaluation qui travaillait là pendant plusieurs années, avec qui on communiquait régulièrement. Puis à un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé? Christian? Bien là, il est rendu aux communautés culturelles, parce qu'il était tanné de l'évaluation. Là, j'ai Linda Drouin à évaluation des apprentissages. Ça serait-tu? Oui. Puis moi, j'ai parlé à Judith Gagnon aujourd'hui, qui est recherche et développement. Non, mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y a vous, il y a tous les gens qui ont été formés depuis le temps. Parce que nous, quand on va travailler au ministère, on est tous soudés. On revient dans nos commissions scolaires. Parce que, puis c'est ça, parce que eux, ils ont toujours ils ont des orientations qui viennent du ministre en place, malheureusement. Puis c'est pas nécessairement, ça reflète souvent pas l'idée, tu sais, ce que le programme est par compétence, puis tout ce qui vient avec. Puis le bulletin unique, c'est le meilleur exemple. Là. On s'entend que ça, c'était pour répondre à une demande de parents, là. Pur et simple, c'était rien d'autre. C'était nullement pédagogique comme décision, là, nullement. Il n'y a pas de recherche, il n'y a pas rien. Non, là. C'est une décision qui a été prise dans un bureau. On veut faire plaisir aux parents, voici ce qu'on... Tu sais, mais bon, que voulez-vous? C'est ça. Donc, ici, encore des pistes. Là, par rapport aux mathématiques. Donc, de manière générale, les élèves ont une bonne gestion des contraintes en situation de problème, même lorsqu'elles sont en grand nombre, puis on l'a vu tantôt. Les traces laissées par les élèves sont claires et bien organisées. Ils sont en mesure de produire des argumentations mathématiques de qualité en tâche de validation. Ils semblent avoir une bonne connaissance des concepts et processus. Mais le passage d'une forme d'écriture à une autre fraction pourcentage nombre décimal semble plus difficile en contexte. Donc, on voit déjà quelque chose à travailler ici. Les situations de contenance qui demandent une gestion de reste semblent causer plus de difficultés aux élèves. Ça, c'est vraiment par rapport à nos chiffres qu'on regarde. Puis, on voit que les 4 premiers petites cases sont cochées, puis les autres ne le sont pas. Donc, ça, c'est correct. Ça, c'est ce qui est à travailler. Donc, moi, dans mon école comme direction, avec mes chiffres, je vais regarder avec mes enseignants de 3e cycle où est-ce que ça a accroché, nous, en maths, puis qu'est-ce qu'il va falloir qu'on travaille l'année d'après. Donc, c'est comme ça qu'on le vit, nous, à la commission scolaire. Donc, c'est vraiment là, ces 5 points-là que les écoles vont plus se pencher parce que c'est ce que l'analyse de nos chiffres ont sorti. Donc, c'est comme ça qu'on fait ça à la commission scolaire. Puis là, je vous ai remis un tableau, mais par rapport à la mathématique, là, on voit ici qu'il y a des chiffres partout. Parce que la résolution de problème est sur 100. Donc, il n'y a pas de transfert sur 100 à faire, c'est là automatiquement. Il y a 6 situations d'application qui sont toutes chacune sur 100, mais qu'on ramène sur le total sur 600, on le ramène sur 60 par la suite. Puis le questionnaire qui est un total sur 40, le 60 des situations d'application plus le 40 du questionnaire fait 100 pour la compétence 2. Donc, c'est comme ça qu'on fait le calcul. Oui? Est-ce qu'ici, le tableau, c'est la comparaison entre école, commission scolaire ou bien école? C'est toujours école ici, EC, puis CS, commission scolaire. Puis les tableaux que j'envoie aux directions, on rajoute la colonne des groupes dans l'école pour qu'on puisse vraiment faire l'analyse groupe par groupe. Donc, c'est toujours l'école et la commission scolaire.
Oui. Comme cette école-là est plus forte que la moyenne commission scolaire. Oui. C'est une école d'un bon milieu, un milieu quand même assez aisé, déjà en partant, parce que je sais quelle école j'ai pris, donc ça a déjà un impact en partant. Mais on voit que ce sont beaucoup plus haut que la commission scolaire à certains niveaux, puis le résultat de la finale à la compétence 2. Veux-tu rajouter d'autres choses? Je me souviens plus. Je pense que c'est tout. Donc, c'est comme ça qu'on fait l'analyse à la commission scolaire, puis je vous dirais que dans l'ensemble, c'est souvent, ça tourne autour de la même façon de faire d'une commission scolaire à l'autre. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'analyse en général? Oui. Pour revenir sur une question qu'il a Oui. si le ministère n'en tient pas compte là, de ces analyses-là, à part les profs, là, qui on vise? Parce que si... Bien, les élèves aussi. Ben, Parce que... Exactement, ça s'adresse pas aux élèves, ça s'adresse aux profs qui vont le transmettre aux élèves. Mais d'abord, c'est envoyé aux profs. Professeur de 6e année, je ne sais pas moi. Bien, ça touche les deux. Parce que c'est sûr que le portrait de ça, ce 6e année, c'est de l'information qu'on peut donner dans le passage du primaire au secondaire. Donc, un prof, parce que nous, à la commission scolaire, depuis 2 ans, nos enseignants de secondaire 1 vont obligatoirement une formation où les preuves de 6e année de juin dernier de leurs élèves qui ont vécu leur sont présentées. Parce que souvent, sans intégrer le secondaire, ils vont dire « mais ils font rien au primaire, qu'est-ce qu'ils ont appris, blablabla ». Puis ils s'attendent à ce qu'ils arrivent avec un bagage X qui n'est pas nécessairement partie du programme au primaire. Donc nous, depuis 2 ans, pour le passage, on présente les preuves de 6e année juin français aux profs de français de secondaire 1, puis les preuves de maths aux profs de mathématiques secondaire 1 pour qu'ils voient qu'est-ce qui est demandé à l'élève à la fin du primaire. Donc, si il s'attend à ce qu'il soit capable de faire quelque chose, puis c'est pas dans l'épreuve, ça veut dire que c'est pas dans le programme, donc il ne faut pas que tu t'attendes à ce que l'élève ait ça dans son bagage quand il arrive en secondaire 1. Donc, l'information est quand même transmise dans le passage là, pour le secondaire. En tout cas, nous, à la commission scolaire, c'est comme ça qu'on fonctionne. Je ne peux pas garantir que tout le monde fait ça, mais nous, on fait ça. Donc, oui, c'est un peu pour voir comment ça se passe dans la classe, mais aussi l'élève. Parce que ça peut bien se passer au niveau enseignement, mais des fois, il y a des élèves qui ont des difficultés tout simplement. Si la difficulté d'un élève est en géométrie, mais le prof de secondaire va savoir que pour certains de ces élèves-là, bien, c'est la géométrie qui va être à travailler un peu plus. Il y avait une main levée. Oui, ici, ça c'est moi, personnellement, j'aurais aimé voir, par exemple, l'école, les résultats de l'école durant l'année, puis les résultats de l'examen du ministère. Parce que là, c'est comme on compare l'école par rapport à la moyenne de toutes les écoles. Bien, c'est parce que là, je ne voulais pas cibler une école spécifiquement, mais il y a toujours le groupe, l'école et la commission scolaire. Donc, on compare toujours le groupe au reste de l'école, puis on compare l'école à la commission scolaire pour voir, nous, à notre école, nos élèves se situent où. Mais par rapport, c'est-à-dire par rapport à l'examen de fin d'année. Bien, ça, c'est les résultats à l'épreuve. C'est les résultats à l'épreuve du ministère, ça. Oui. Puis, ce qu'on fait aussi dans l'analyse, on compare le résultat à l'épreuve MELS au résultat de l'étape 3. Parce qu'en gros, si tout se fait comme ça devrait se faire, l'élève qui a eu sensiblement 80 son épreuve du MELS, dans son étape 3, ça devrait ressembler à ça. S'il y a un grand écart pour certains élèves entre l'épreuve MELS et le résultat de l'étape 3, là, on pose des questions. Parce que ça ne devrait pas être si différent que ça. Exact. Parce que si on a l'étape 3 d'une école, puis parce que nous, on ne l'inclut plus dans les tableaux pour plusieurs raisons, là, parce que il y a des élèves qui ne sont pas tout le temps présents aux épreuves MELS pour X raisons, même si c'est obligatoire, là, puis même s'ils ne devraient pas les manquer, il y en a qui ne font pas pareil des fois. Là. Mais donc, on comparait des fois des résultats de l'épreuve MELS avec certains élèves qui n'avaient pas fait l'épreuve MELS, mais leurs résultats à eux à l'étape 3 étaient là. Donc, on ne comparait pas le même nombre d'élèves, si je peux dire, d'un résultat à l'autre. Donc, c'est pour ça qu'on ne le faisait pas, mais dans les écoles, quand ils font leur analyse, ils le font. Parce que pour certains élèves, s'il y a une grosse différence entre l'étape 3 et l'épreuve MELS, c'est pas normal. Il faut poser des questions, autant par rapport à l'élève que par le prof. Les deux. Pas juste un ou l'autre, mais les deux. Parce que les épreuves MELS, c'est des fins de cycle. Puis l'étape 3, que tu sois en début de cycle ou en fin de cycle, c'est le portrait de l'élève à la fin de l'année. Puis pour un élève qui est en 2 ou 4 ou 6 à une fin de cycle, l'étape 3, là, ça devrait être les attentes du programme, on s'entend. Donc,
le portrait de l'étape 3 de l'élève puis de l'épreuve MELS qui représente les attentes aussi ne devrait pas être si loin que ça. C'est quand il y a un grand écart que l'on pose des questions. Ça fait partie de l'analyse que les écoles font de leurs élèves. Oui. D'autres questions? Oui. En fait, moi, je trouve un tout autre intérêt à votre exposé que celui que ma directrice a voulu pour nous, à savoir les épreuves. C'est que vous avez réussi à nous donner une vision globale du déploiement de l'évaluation au cycle primaire. Ce qui me semble très important, parce que c'était d'ailleurs notre première idée de recherche. Mais puisque c'est juste une maîtrise, on l'a peaufiné, on l'a réduit. Et là, ça me donne une idée de tout le travail que ça peut représenter, de toutes les ressources humaines, ou alors la qualité de la ressource humaine qu'il faut pour pouvoir faire un tel travail, si jamais moi je m'aventurais à le traiter en thèse. Donc, je trouve fantastique ce que vous venez de faire. OK, merci. Vous avez réussi à le montrer dans un contexte que je trouve authentique. C'est théorique, mais je trouve authentique parce que les exemples sont réels. Oui, c'est ce qu'on fait sur le terrain. Absolument. Donc, ça facilite la compréhension et ça me permet de faire une comparaison entre le déploiement ici et le système que je fais de l'autre côté. Et en plus d'être capable de critiquer aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées, que j'ai suivies, j'ai aussi vu les réponses. Donc, je dis que ça me met dans une position de force, peut-être pour attaquer un autre projet. Tant mieux, tant mieux. Et je souhaite pouvoir vous contacter au besoin. Ben oui, il n'y a pas de problème. Vraiment pas de problème. Mais dans tous les systèmes, quel que soit le niveau, c'est toujours l'instrumentation qui pose problème. Oui, toujours. Alors, vous avez vu, la dernière fois, on a analysé les épreuves faites dans 5 pays et il y avait aussi un problème d'instrumentation. Alors, c'est un problème que je pourrais dire général. Autant ici, on va au primaire et on a discuté aussi de la manière dont vous étiez évalué parfois à l'université. Le problème n'est pas réglé. Non, vraiment pas. L'instrumentation est vraiment un problème. C'est pas juste ici, là. C'est partout, là. C'est pas... Parce que juste ici, moi personnellement, j'étais capable de parler de l'évaluation au niveau de l'université parce que nous apprécions beaucoup ce que nos enseignantes font pour nous ici. C'est vraiment de l'évaluation formative. On l'a déjà dit à la directrice et à Nathalie. Donc ça, nous le connaissons, nous l'apprécions. Maintenant, voir comment ça se fait de l'autre côté, et mettre en balance les deux, moi je trouve que c'est vraiment très bon pour nous. Et je salue la clairvoyance de ma directrice qui a vraiment pensé à vous appeler. Imaginant que ça sera utile pour nous. Parfait. Ça fait plaisir. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Là, je pourrais vous laisser mon adresse courriel tantôt, mon numéro de téléphone. Merci. Et c'est justement ça qui nous intéresse, hein, Mélanie, dans ton travail. Oui, c'est ça. Raconte-nous ça pour finir ta conclusion. Oui, c'est que par rapport à la recherche que Micheline Joanne a fait là, pour les épreuves, les données de juin 10 et 11, parce que moi... Ils ne savent pas tout? Non, ils ne savent pas tout? OK. C'est qu'elle a fait une recherche par rapport à toutes les étapes de la démarche évaluative en cours de cycle et en fin de cycle. Donc, vraiment, là, qu'est-ce qu'il faut au niveau de la planification, de la collecte d'informations, l'interprétation, le jugement et tout ça. Et on a aussi ramassé des résultats d'élèves. Les enseignants qui ont participé à la recherche nous ont donné les résultats de leurs élèves, parce que c'est en 6e année, à toutes les étapes de l'année et aux épreuves MELS. Et parce que moi, depuis le début de ma maîtrise, je travaille beaucoup sur les situations d'évaluation, parce que avant que je devienne CP en évaluation, j'étais CP en anglais, langue seconde, parce que je suis enseignante d'anglais de formation. Et je trouvais ça, au début, il y avait beaucoup de situations d'évaluation qui étaient élaborées par toutes sortes de monde. Il y avait différents modèles, puis je trouvais ça particulier, qu'il n'y avait pas vraiment un modèle. En tout cas, c'était des qualités différentes et tout, puis je ne dis pas que c'est nécessairement mieux aujourd'hui, malheureusement. Donc, de là que j'ai élaboré la grille que vous retrouvez dans le livre. Oui, c'est moi. Donc, et ce que je regarde spécifiquement, c'est vraiment la différence de ce qui se fait en cours de cycle et en fin de cycle. Est-ce que aussi au niveau de français et mathématiques, les instruments, le jugement et la notation sont différents? Est-ce que la façon de faire est différente en français ou en maths, en cours de cycle et en fin de cycle? Grosso modo, non. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait une différence entre français et maths. Parce que c'est deux.
Oui, il y a une base d'évaluation qui est la même pour tous, mais des fois, il y a des spécificités dans les disciplines. Je m'attendais à ce qu'il y ait une plus grande différence que ça entre les outils et les façons de faire en français et mathématiques. Il n'y en a pas tant que ça. Ça, je suis surprise de ça, honnêtement. Là. C'est quelque chose qui m'a frappée. Je m'attendais à une plus grosse différence que ça. Donc, puis là, vraiment, là, en cours de cycle et en fin de cycle, ça non plus, c'est pas si différent que ça non plus. Donc, je trouve ça particulier. Je m'attendais à quelque chose de différent, mais ça fait partie du travail, là, mais c'est là-dessus que je travaille pour la semaine prochaine, entre autres. C'est pas fait encore, mais ça s'en vient. C'est là aussi qu'on remarque, quand vous disiez, est-ce que les élèves performent de la même façon dans le bulletin que dans l'épreuve? Oui. Alors nous, on a vu vraiment des élèves qui avaient des codes, des fois de 2, quand je parle, c'est de B, mettons, à D, Oui. mais autant en descendant qu'en montant. le contraire. Oui. Il y en a qui vont réussir 2 codes de plus à l'examen, il y en a qui vont réussir 2 codes de moins à l'examen par rapport au bulletin. Donc ça amène différentes questions là, pour une personne qui fait l'analyse. Moi, je vois beaucoup de choses là-dedans, là, parce que l'épreuve MELS, advenant qu'il l'élabore et tout, ça régule le système. Donc, c'est comme ça que ça devrait s'enseigner, s'évaluer tout au long de l'année. Donc, s'il y a une si grande différence que ça, souvent, les profs vont dire « bien moi, je suis sévère ». Mais tu sais, cette phrase-là, c'est parce que ce n'est pas tes attentes à toi, c'est ce que le programme demande. Tu dois comparer l'élève à ce qui est attendu dans le programme et non toi ce que tu t'attends. Souvent, ben c'est là la différence quand il y a des grands écarts. C'est pas ce que le programme demandait pendant l'année, mais c'était ce que l'enseignant. Donc, ça amène souvent des questions. C'est pour ça que les analyses dans les écoles, c'est intéressant. Quand je disais tantôt la différence entre l'étape 3 et l'épreuve MELS, bien, c'est ce type de questions-là qu'il faut se poser. Il y a beaucoup de choses à regarder aussi. Peut-être que si l'élève a moins performé à l'épreuve, ça se peut qu'il était très anxieux. Il y a plein de choses à tenir compte, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres choses. Donc, c'est beaucoup de choses qu'il faut regarder, mais je vous dirais que moi, je m'attendais à une plus grande différence entre français et maths. Moi, je il n'y en veux a dire pas. qu'il n'y a pas vraiment une grande différence, étant donné que c'est 2 matières qui sont cotées, qui ont le même statut. OK? Quand est-ce qu'on remarque, c'est, mettons, si tu fais français et univers social, si tu fais maths et art plastique, là, tu vas trouver des façons très, très différentes de faire l'évaluation. Donc, mais dans les matières qui sont comme ça, quand même très instrumentées, très documentées par le MELS et tout ça, donc les façons de faire sont à peu près les mêmes. Donc, l'enseignant qui le fait comme ça, le fait comme ça et en français et en maths. S'il ne le fait pas comme ça, il le fait pas comme ça dans les deux. Oui. Mais moi, je m'attendais quand même à voir une différence entre français et maths parce que juste dans les outils, des fois, qu'on utilise, c'est pas tout à fait la même chose, mais finalement, mes hypothèses que je m'étais fait, c'était pas ça. Qu'est-ce qui explique ça aussi, c'est que vous savez, quand on fait des recherches comme ça, les enseignants volontaires qui répondent à ça. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas représentatif. non. Alors, si on avait pu le faire passer à un nombre, hein? Là, on aurait peut-être vu autre chose. Pas mal de différence. Alors là, c'est assez homogène comme résultat. Donc, c'est dommage. Puis les volontaires, souvent, c'est pas ceux qui font ça de la mauvaise façon. Ils sont souvent, ils croient au programme par compétence, ils croient aux outils qui viennent avec. Donc, s'il y a tout ça, là, c'est ça. Il y a tout ça qui explique ça aussi, là. Ouais. C'est peut-être hors contexte, mais avez-vous des façons d'évaluer les enseignants? C'est quoi les façons d'évaluer les enseignants? Pourquoi faut-il évaluer les enseignants? Pour savoir s'ils sont compétents. OK. Donc, les enseignants, ils ont des compétences professionnelles. On avait regardé l'évaluation du programme qui formait les enseignants, primaire, secondaire. Puis on s'était rendu compte que, oui, à la fin du programme, tu es censé avoir développé certaines compétences, mais il y en a qui sont partiellement atteintes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait un suivi dans les commissions scolaires à savoir si c'est pas juste partiellement atteint, mais qu'à un moment donné, on arrive à une complétion? Ce que je peux-tu ajouter, Micheline Joanne? Je vais dire comment nous, on fonctionne à la commission scolaire. Les seuls enseignants qui sont évalués, puis là, je le dis entre guillemets, c'est ceux qui sont précaires, qui n'ont pas un poste permanent. Une fois que tu acceptes... Puis là, il y en a qui sont épurés à travers ce processus-là parce qu'ils ont différents seuils de réussite ou non-réussite. Puis je ne connais pas les outils par cœur, là, parce que ce n'est pas mon domaine. Dans le sens, c'est pas mon dossier à la commission scolaire, mais une fois que tu es permanent... Donc, une fois qu'on atteint la permanence... That's all. Il faut que la direction monte un dossier, puis que... Oui, c'est ça. Une fois que tu as ta permanence, il ne se passe plus grand-chose. Puis encore là, quand une direction monte un dossier,
Qu'un avis verbal va dire que je pense que c'est 1 mois pour régler ce que tu as à régler. Il te donne un préavis, des conditions à remplir pour le régler. Une fois que ton mois est fini, il te rend compte, il te redonne un autre avis verbal pour corriger la situation. Fait que c'est une roue qui tourne. Ben, je suis déléguée syndicale depuis à peu près 20 ans, fait que je peux te dire qu'on en a vu. Oui. Souvent, ce qui arrive, c'est que les dossiers sont pas montés comme les Non, il y a les ça directeurs aussi, de là. l'école ne veulent pas. Je veux dire, j'ai vu des choses ahurissantes, Ouais. là, je suis déléguée syndicale, mais quand un professeur venait me voir, puis qui passait sa journée dans le corridor, à ce temps, à peu près tout, qui n'était jamais en classe, je commence par être dans ta classe, puis tu n'auras pas de directeur sur le dos, là. Mais, pour dire qu'ils ne sont pas évalués, je regrette, mais c'est beaucoup une histoire de direction d'école. Je suis la première à dire que la direction devrait le faire. Puis quand ça ne marche pas, des enseignants, là, on m'a raconté des histoires chez l'éducation aux adultes. Moi, là, après, tout le monde peut passer par l'éducation aux adultes. Même à un moment donné, c'était un gardien de sécurité qui faisait la classe, pour vous dire. Mais les directions d'école, ils ne le font pas. Ils le font une fois. Ils vont dire, ça ne marche pas, ils remplissent, ils rencontrent, c'est parce que ça demande ça demande du suivi, ça demande l'intervention. Ça, est-ce qu'ils sont habilités à le faire? Aussi, il y a ça aussi, tu sais. C'est 3 fois, hein, parce que s'ils mettent 3 fois un avis disciplinaire dans les choses, donc techniquement, avec le dossier monté, ben il est à la porte. Ça l'arrive. Mais il y en a Je vais être plate, mais le 3 quarts du temps, ce sont des femmes qui sont mises à la porte, je ne vais pas être sexiste, mais c'est rare que des gars qui ne fonctionnent pas arrivent jusque-là. C'est drôle. Eux autres, quand ils rentrent dans le bureau, puis ça gueule, puis ça crie, ça se règle assez vite. Mais moi, les femmes que j'ai vues, qui ont été remerciées de leur service, avec raison, je ne les ai pas défendues, pas sûr, mais c'était des femmes. Puis les hommes que je connais qui ne fonctionnent pas, continuent de ne pas fonctionner, puis la direction de l'école abandonne en cours de route. Mais je suis d'accord avec toi, c'est encore un petit peu la régulation du système. Il n'y a pas l'instrumentation et l'évaluation. Non, c'est ça. Les commissions scolaires montent leurs propres outils, puis c'est ça. Jusqu'à quel point vous offrez de la formation aux enseignants? Jusqu'à quel point c'est obligatoire? Ben moi, je peux pas parler pour les autres commissions scolaires parce que moi, ma commission scolaire, ça fait 10 ans qu'on est en formation obligatoire sur des journées pédagogiques. Les enseignants n'ont pas le choix, autant primaire, secondaire. Mais avant ça, c'était à la carte. Avant qu'on avait les formations obligatoires, il y avait des formations qui étaient offertes, puis on y allait si on était intéressé. Mais puis on est une des seules commissions scolaires qui fait ça, là, honnêtement, là. Puis je dis pas ça, mais ça fait 10 ans, puis au début, c'était pour remettre tout le monde à un nouveau programme. Après ça, on a parlé de planification globale, puis on est en lien plus avec des façons de faire spécifiques reliées aux disciplines. Puis là, on est en train de préparer notre prochain plan, mais c'est entendu avec le syndicat, c'est sur des pédagogies déterminées, on regroupe les écoles, puis on fait ça. Mais ça, c'est ma commission scolaire. Les autres, c'est souvent à la carte ou en accompagnement dans les écoles, dépendant comment que la commission scolaire veut fonctionner, mais ça, c'est vraiment propre à chaque commission scolaire. Mais normalement. J'en ai pas d'obligatoire. C'est ça. OK. Moi, je peux fortement suggérer que les enseignants viennent, Mais je ne peux pas obliger les enseignants en anglais de venir. Ça, c'est la commission scolaire qui décide? oui. Est-ce que la commission scolaire reçoit un budget du ministère accordé à la formation? Elle doit dépenser 1% de son sujet. Mais nous, C'est comme toutes les Mais nos formations obligatoires, nous, sont sur des journées pédagogiques. Comment qu'on fonctionne, c'est que nos 56 écoles sont regroupées en 8 regroupements. OK. Puis nous, on dit pour le regroupement 1, voici vos pédagogiques de formation cette année. Donc, les écoles n'ont pas le choix de mettre ces journées-là pédagogiques dans leur calendrier. C'est les 3 qu'elles ne peuvent pas choisir, puis elles choisissent les autres. Nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Comme ça, il n'y a pas de libération. Je comprends. Le 1%, tu parles C'est pour à la carte ou autre, oui, ou les congrès ou autre. C'est ça. D'aller à la QFGA, par exemple, Ou ben, essayer de rembourser. Ouais. Ben, autrefois, je suis assez vieille pour dire ça, c'était les cours université. Si tu t'inscrivais à cours université, il était payé. Donc, c'était bien. Mais maintenant, il n'y a plus personne que ça. Donc, personne. C'est ça. Pour la formation continue. Mais au collégial, il n'y a pas d'évaluation des enseignants et pourtant nous n'avons très rarement parmi nous que des gens qui ont des formations en pédago. C'est ça. Et on n'est pas tenu d'aller rencontrer les conseillères et on n'est pas tenu d'aller aux journées pédagogiques. Ça s'appelle une belle improvisation mixte, ayant pour thème enseigner. Ben, ça part du ministère, ça descend jusqu'en bas. Il n'y a pas d'éval parce que l'évaluation des enseignants au cégep est faite par les pairs, C'est exactement. Alors, c'est le département qui a la responsabilité d'accueillir, d'intégrer et d'accompagner l'enseignante. Puis 6 mois plus tard, tu dois dire si tu veux la garder dans le débat. OK.
Intéressant quand même.